Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques des BFN. Ce matin, notre chronique est consacrée au message sur l'état de la nation prononcé par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, à l'occasion des 67 ans de la proclamation de la République le 28 novembre 2025. Plus d'une heure, le chef de l'État a dressé un bilan des avancées et des défis dans la santé, la sécurité, l'économie, l'énergie, les infrastructures, la jeunesse et la gouvernance. Pour en analyser les points forts, nous recevons Bruni Fortuna dans cette chronique. Les chroniques des BFN, c'est maintenant. Bonjour Bruni. Bonjour Gabriel. Et bienvenue. Merci. Bruni, le président de la République, respecte la tradition en ouvrant son discours devant le Parlement réuni en congrès. Y a-t-il une particularité ou un point marquant dans cette allocution? Déjà, il faut savoir que c'est une tradition constitutionnelle. Avant, cela se tenait le 13, le 14 août, à la veille donc de la célébration de l'indépendance. Aujourd'hui, le gouvernement, l'État congolais a trouvé mieux d'associer ce message à la célébration de la proclamation de la République, donc le 28 novembre. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que le discours était un peu influencé par un rappel historique des pères, on va dire, fondateurs de cette République, et parce que finalement, la date est celle de la proclamation de la République. La particularité, il y a un élément où vous allez vous rendre compte comme en 2023, le président amorce ce message, donc après ce rappel historique, il amorce le message en abordant le sujet sur la sécurité, de la stabilité du pays, la sécurité intérieure, la stabilité, sinon l'ordre public qui est aujourd'hui menacé par les délinquants. En parlant bien et bien de l'opération de la force publique contre les délinquants ou les bébés noirs, si vous voulez, les Kuluna. Et pourquoi c'est particulier? Pourquoi ça? Je parle de 2023. 2023, on est dans le contexte de l'accident d'Ornano. Il y a eu plusieurs jeunes qui sont décédés parce que ils étaient partis chercher du travail. Là, en 2025, on est dans un contexte où les jeunes qui devaient être protégés, qui devaient être réinsérés, sont aujourd'hui à la fois interpellés et tués pour ceux qui sont des véritables récalcitrants, des récidivistes, et qui sont devenus beaucoup plus dangereux. Et finalement, cela ne peut qu'en cas faire plaisir à un État, puisque l'objectif, la mission principale, et même pour la force publique, c'est de protéger, et l'État, c'est de protéger coûte que coûte, et de rattraper même le dernier citoyen qui est perdu. Mais aujourd'hui, à cause de l'échec des politiques socio-économiques, du gouvernement, nous avons vu venir ce phénomène. Aujourd'hui, la solution l'alternative, on va dire provisoire, qui s'impose, c'est celle finalement qui est lancée par la force publique. Donc, quand on regarde l'architecture du message du président de la République, alors j'ai suivi quelques discussions où les gens disaient mais est-ce que finalement c'était le message sur l'état de la nation ou pas? Et quand on regarde dans la forme sur le plan protocolaire, oui, on va dire que c'était un discours sur l'état de la nation, puisque le président a respecté le temps solennel, le Parlement a été réuni en congrès, finalement il a commencé par rappeler comme l'architecture du message voudrait bien, parler de ce qui, en réalité, le message sur l'état de la nation, c'est un moment de vérité, c'est un moment de compte rendu où finalement le président doit dire à son peuple ce qui est fait tout au long de cette année ou bien avant, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, les difficultés et même les échecs, et projeter l'avenir en rassurant la population. C'est dans le protocolaire, dans la forme, c'est exactement ce qui s'est fait, mais dans le fond, il y a des nuances. Pourquoi je parle des nuances? Parce que on s'attendait que dans ce discours, le président de la République soit beaucoup plus précis et beaucoup plus factuel.
Voilà. Il est pas dans les généralités. En réalité, il est parti beaucoup plus dans l'éloge de ses activités, dans l'éloge de ses bilans, en assumant à demi-teinte les difficultés. Alors que vous savez que depuis pratiquement 4 ans, il y a des promesses qui ont été faites dans le cadre du programme du gouvernement, sinon dans le cadre de son projet de société. Nous allons décortiquer tout ça. Donc, mais on s'attendait que dans ces discours, qu'il y ait des chiffres. Par exemple, quand on parle du chômage, que le président aurait, comme l'a fait le Premier ministre avec des chiffres qui restent encore vérifiables devant l'Assemblée nationale, qu'on ait des chiffres sur le taux de chômage actuel. Depuis 4 ans, quel est aujourd'hui le taux de chômage? Est-ce que ça a baissé, ça a augmenté? On aurait voulu aussi voir dans ce même discours le taux de mortalité, le taux même de natalité. Il faut regarder tout ça là. On devait avoir ceci parce que pourquoi on parle de taux de mortalité? Parce qu'aujourd'hui, et quand vous allez dans les différentes morgues que nous avons dans ce pays, quand vous regardez aussi au Brazzaville et même Pointe-Noire, même à l'intérieur du pays, il y a tellement trop de cas de mort. On a l'impression que chaque jour qui passe, il y a une dizaine de Congolais qui meurent. Alors, donc on devrait quand même avoir des chiffres sur ça et même les causes de ce taux de mortalité et tout ce qu'il faut. Mais vous avez aussi le recrutement à la fonction publique. Le gouvernement avait promis 10 000 emplois pour l'État et 90 000 pour le secteur privé. Qu'en est-il aujourd'hui? On s'attendait plus ou moins à ces chiffres, on s'attendait plus ou moins au nombre des enseignants qui sont recrutés, au nombre des enseignants qui restent à recruter, au nombre des médecins qui sont recrutés, au nombre des médecins qui restent à recruter. Malheureusement, dans ce discours, on a vu que le président est allé s'est enfermé dans le dogme de l'en même temps. Finalement, voilà, oui et non. À un moment donné, il joue le rôle, du garant des institutions. C'est lui, le président de la République qui a été élu. À un moment donné, il joue le rôle de l'opposition. Donc voilà un peu comment on peut caractériser, sinon analyser ce discours. Je résume, sur le plan protocolaire, c'est un discours qui respecte la tradition, qui respecte l'architecture d'un message sur l'état de la nation. Dans le fond, il a manqué beaucoup d'éléments pour que ce discours soit un discours de vérité, un discours de compte rendu. Lors de son adresse, le thème de la paix revient sans cesse. Que cherche à faire passer le président en faisant le fil rouge de ce discours? Il faut comprendre que ça a toujours été sa préoccupation. C'est quoi? C'est dire que la paix aujourd'hui est la condition sine qua non du développement. Vous pouvez réclamer le recrutement, vous pouvez réclamer les emplois, vous pouvez réclamer, j'ai envie de dire, la lutte contre le chômage, la pauvreté et tout ce qu'il faut, les hôpitaux, mais si le pays n'est pas en paix, nous ne pouvons rien faire. C'est là un élément déjà phare. Il vous le rappelle que tout passe par la paix parce qu'il sait, par rapport à ce que le pays a vécu, lui, il est aussi de la génération post-indépendance. Il sait, il a d'ailleurs rappelé les moments troubles que le pays a connus et qui n'ont pas vraiment permis au pays de se mettre réellement sur la voie du développement économique. Et finalement, il pense que c'est un élément que l'on ne doit pas oublier. Et aussi, c'est aussi un moyen pour lui de dire à la population, à tous ceux qui l'entendent, finalement, il est celui qui a ramené la paix dans ce pays. Il est le garant de cette paix qui ne peut pas aujourd'hui accepter, tant qu'il est là, que cette paix, et même quand il ne sera pas là, que cette paix soit perturbée. C'est aussi un message aux investisseurs, parce qu'un pays qui n'est pas en paix, un pays dans lequel on ne peut pas circuler tranquillement, on peut pas. Il a d'ailleurs dit que le phénomène bébé noir ternit l'image du pays, peut aussi impacter sur la visibilité, j'ai envie de dire, commercial et marketing du pays. Et finalement, il faut donc remettre la question de paix, de stabilité au centre de tout ce qu'il faut. Et pour lui, c'est une priorité, c'est un élément très important qu'il ne faut pas mettre de côté. Et il pense, donc je le disais, un moyen pour lui de rappeler que lui, il a ramené la paix, il ne veut pas qu'on la trouble. Sur la question des bébés noirs, le président réaffirme son soutien à la DGSP pour lutter contre les Koulouna. Comment interprétez-vous cette détermination face à la délinquance urbaine? Vous savez, le phénomène atteint des proportions très inquiétantes. Vous voyez que le président parle de la force publique parce que la DGSP étant une branche de cette force publique-là, s'associe à d'autres. Voilà.
la police, la gendarmerie et autres pour finalement lancer cette opération. Et donc pour le président, il a dit lui-même que les manquements, les failles dans la lutte contre cette opération qui remonte à plusieurs années, finalement, l'ont poussé, lui, à prendre une décision ferme de mettre en place une élite, un commando spécialisé en réalité dans ce type de mission. Et c'est aussi, face à la gravité de la situation, puisque les politiques socio-économiques ont échoué jusqu'ici, puisque aujourd'hui, le centre d'Aubéville qui est construit et qui est déjà presque terminé manque encore des fonds de fonctionnement, puisque les affaires sociales et tout ce qu'il faut, tout ce qu'on a envisagé depuis 2014, ces productions n'ont pas abouti. L'alternative ultime, à mon avis, pour lui, c'est cette opération, puisqu'il y avait parmi ces bébés noirs ceux qui étaient devenus extrêmement, mais vraiment extrêmement dangereux et qui ont signé le pacte avec la mort, qui ont signé le pacte de la violence absolue, et finalement, avec ceux-là qui sont récidivistes, qui étaient en prison, libérés, dont on a essayé même de réinsérer, dont on a même trouvé certains emplois, puisque parmi eux, vous avez ceux de la force, certains de la force publique qui sont parmi ces coups-là. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut trouver une solution assez drastique. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On interpelle celles et ceux qu'on pense être rattrapables, qu'on peut réintégrer, réinsérer, et ceux qui résistent et qui ne veulent pas vraiment se donner, ce sont ceux-là et qui sont tués. Donc, pour le président, jusqu'ici, comme l'opération est bien accueillie par la population, vous avez constaté, voir tout le temps même la population dans une ignorance, j'ai envie de dire, civique, continue à applaudir à chaque fois qu'on tue les bébés noirs, finalement, même quand on les attrape d'ailleurs, et pour le président, c'est l'un des rares à un moment où le président est totalement appuyé par la population. Donc pour lui, c'est une opération qui est très bien appréciée, c'est une opération salvatrice. Donc il ne peut prendre que cet engagement d'aller jusqu'au bout parce que finalement, si la force publique arrête de traquer ces bébés noirs, finalement, on va se retrouver dans ce qu'on vivait il y a quelques mois, quelques années. Sinon, l'insécurité, mais vous le savez aussi, il est garant, il a dit lui-même, de cette sécurité, de cette paix. Quand l'ordre public est perturbé, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Brony, en voyant ces mesures avancées aujourd'hui, est-ce que nous pouvons espérer que le phénomène de Koulouna, dit bébé noir, ne va plus encore exister dans notre pays? Il faut pas se leurrer. Il faut pas penser que l'opération de la force publique viendra mettre fin à ce phénomène. Il faut savoir que c'est un phénomène social. Le banditisme existe partout. Les trafiquants des drogues, des jeunes en conflit avec la loi, ceux qu'on appelle parfois les jeunes ordures sociales, qu'on n'a pas pu rattraper, existe partout à travers le monde. Ça veut dire que il faut pas se tromper que l'opération de la force publique ou de la DGSP va régler définitivement le problème, puisque il faut à cette opération d'autres alternatives, d'autres solutions qui soient du social et de l'économie. Si nous ne réglons pas ce problème, c'est-à-dire que si les décideurs, si le Congo ne règle pas ce problème sur le plan social et économique, l'opération de la DGSP va atténuer la situation, va juguler plus ou moins ce phénomène, mais ne peut pas régler le problème d'incivisme, ne peut pas régler le problème des délinquances, ne peut pas régler, puisque on aura toujours des délinquants, on aura toujours, mais qu'est-ce que le gouvernement prévoit dans sa politique pour que ces jeunes qui sont en conflit avec la loi, qui ont décroché à l'école, qui n'ont pas pu être bien éduqués par leurs parents, qui font face à la pauvreté accrue, qui sont dans les familles qui n'ont pas de moyens, qui ne sont pas allés à l'école, comment faire pour que ces jeunes ne tombent pas dans la délinquance? Il faut donc des véritables politiques de réinsertion de ces jeunes. Si le gouvernement qui jusqu'ici est resté muet face à cette opération, parce que la question qu'on se pose, quelles sont les mesures qui accompagnent, les mesures socio-économiques qui accompagnent l'opération de la DGSP? Jusqu'ici, rien ne se fait. On casse la maison, c'est très bien. Que dit le gouvernement? Que fait le gouvernement? On interpelle. Est-ce que le gouvernement a déjà pensé à un procès? Parce qu'on va interpeller. Ils vont être 10 000, ils vont être plus de 10 000. On ne connaît pas le nombre. Mais où vont-ils? Comment sont-ils aujourd'hui traités?
vont-ils être jugés, puisque certains d'entre eux sont remis au procureur de la République, mais jusqu'ici, vous constatez qu'il n'y a pas de procès. Dans quel pays diable, où on arrête les criminels, on les garde dans un coin, dans un commissariat, dans une brigade de gendarmerie ou encore à la maison d'arrêt, sans les juger année après année. C'est la jeunesse congolaise, c'est sur cette jeunesse-là que le pays s'appuie. Il faut donc tout faire pour rattraper cette jeunesse-là. S'il n'y a pas de procès, s'il n'y a pas des lieux de détention adéquats, si par exemple Aubéville ne trouve pas les moyens de fonctionnement, si on ne construit pas d'autres centres, si on lutte pas réellement contre le chômage, si on lutte pas contre aujourd'hui la lutte contre les stupéfaits et tout ce qu'il faut, si on verrouille pas nos frontières vis-à-vis de ces stupéfiants, il faut savoir que la DGSP ou la force publique peut rester là permanemment, mais on va pas toujours continuer à tuer. On va pas toujours continuer à interpeller, à entasser les jeunes. Je vous disais il y a quelques semaines que celles et ceux qui sont à la CNCS, à détenir la 5C, meurent presque tous les jours. Ils sont malades pour la plupart, ils mangent pas bien, il n'y a pas de moyens pour les nourrir, et finalement, il y a certains qui meurent, d'autres qui tentent de s'échapper, parfois qui sont interpellés, même parfois butés. Donc, on est dans ce contexte-là. Il faut que c'est ce que je disais tout à l'heure, on s'attendait que finalement, au-delà de cette opération de la DGSP, que dans son discours, que le président nous présente la politique réelle qui est mise en place pour réellement éradiquer ce phénomène bébé noir, puisque la différence entre la délinquance urbaine, c'est que ces jeunes-là se sont réellement constitués en bande de criminels, ils ont des armes blanches et certains d'entre eux ont des véritables armes à feu. Donc en ce moment-là, ça devient toute une opération, tout un phénomène particulier, dangereux. À Brazzaville et à Pointe-Noire, on ne peut pas accepter que ça évolue. Il faut donc des mesures comme on a vu, coercitives comme on a vu aujourd'hui, mais aussi des mesures socio-économiques pour que l'opération s'arrête. Donc, il faut retenir que la force publique peut rester là permanemment, 1 an, 2 ans, mais ce ne sera pas l'alternative qu'il faut pour arrêter ce phénomène. En parlant des institutions d'accompagnement, le président évoque le FIGA, le FONEA et d'autres programmes pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Selon vous, ces outils répondent-ils concrètement aux besoins réels? Vous savez, au fond, le FONEA joue un rôle très important aujourd'hui dans la formation des jeunes, dans l'encadrement, puisque vous savez que le b.a.-ba dans la quête du travail, le b.a.-ba même dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord et avant tout la formation. Voilà. Et si vous n'êtes pas formé, si vous ne savez pas comment chercher un emploi, si vous ne savez pas comment bâtir votre projet, il sera difficile de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc le FONEA est dans ce rôle-là, il le fait depuis quelque temps. Le FIGA aussi est là pour accompagner financièrement celles et ceux qui ont des entreprises. Mais ça reste très faible aujourd'hui. Le président a parlé de 2000 et quelques, de 1000 et quelques du côté 1800 et quelques du côté de FONEA, 2000 et quelques du côté du FIGA. Mais vous savez, en 4 ans, la jeunesse congolaise, la jeunesse active du Congo tourne autour d'1 million, voire plus par là. Voilà. Donc, je parle de Brazzaville et Pointe-Noire. Donc, si on a réussi à former, quand on regarde le taux de chômage et quand on regarde même les causes du chômage au Congo, 2000 jeunes financés et 1800 et quelques formés en une année sont comptés les années précédentes, ça ne représente absolument rien. Et la question qu'il faut se poser, quel en est l'impact réel, l'impact de ces formations? Il ne suffit pas aujourd'hui de former les jeunes et les abandonner. Nombreux ont reçu des certificats de formation, de fin de formation, mais qui traînent avec ça chez eux. L'État n'a pas mis en place les garanties, n'a pas mis en place les conditions qu'il faut présenter aux jeunes, les opportunités qu'après la formation, certains pouvaient facilement avoir des fonds, facilement être intégrés, recrutés. Cela ne se fait pas malheureusement. Je parlais tout à l'heure du FIGA. Le FIGA paraît encore très fragile avec tout ce que cette institution a vécu. Vous allez vous rendre compte que l'argent est donné à quelques jeunes à travers les départements, mais il y a pas réellement, j'ai envie de dire, un suivi sérieux dans ce qui se fait. Il n'y a pas réellement, j'ai envie de dire, une véritable enquête sur celles et ceux qui reçoivent les fonds. Et même aussi les conditions. Je prends un exemple, à Ifondo, il y a à peu près 55 qui ont été sélectionnés pour recevoir les fonds allant de 50 000 à 400 000 francs CFA. Mais il y a jusqu'ici les informations que nous pouvons avoir, 26 et quelques qui ont
déjà reçu des fonds, mais de moitié seulement, pas la totalité des fonds. Et les conditions qui ont leur été imposées, c'est qu'ils devraient rembourser cet argent après 3 mois ou 6 mois à peu près. Il y a l'un d'eux qui m'a clairement dit il y a quelques semaines que son activité est totalement asphyxiée parce que les conditions de remboursement ne lui permettent pas, lui, de faire face à ses charges. Et finalement, il a commencé pratiquement à perdre son entreprise. Il le regrette parce que il devrait recevoir à peu près, je crois, 400 000 francs CFA. Il a reçu autour de 200 et quelques ou 300 000 et quelques. Et donc, il fallait rembourser ça après 3 mois. Donc, d'autres n'ont pas encore reçu. On a à peu près des cas comme ça. Et les jeunes peuvent recevoir, mais il y a quel suivi? Les jeunes Congolais qui ne sont pas bien formés, quand ils reçoivent cet argent, le premier réflexe, c'est d'aller s'attraper une chaussure, d'aller s'attraper un costume, c'est d'aller prendre la bière. Et plusieurs qui ont reçu l'argent du FIGA, comme il n'y a pas un véritable suivi, finalement tombent, n'arrivent pas, ne réussissent pas. Voilà. Et donc, il faut renforcer le FIGA. Il faut réellement qu'il y ait des garanties. J'ai envie de dire qu'il y ait vraiment un dispositif sérieux qui soit là pour contrôler de bout en bout ce qui se fait, sélectionner les vrais jeunes entrepreneurs qui sont dans le besoin, former celles et ceux qui sont capables aujourd'hui, après la formation, de se lancer réellement dans l'entrepreneuriat. Et tout ceci reste encore faible. Et même les chiffres restent encore faibles par rapport au taux de chômage, par rapport à la gravité de la situation sociale sur le terrain, mais il faut encore des efforts. On attendait que finalement, qu'on dise après la formation, tant ont été peut-être recrutés, tant ont créé des entreprises. Il faut savoir que quand vous allez à la CPCE, les jeunes, beaucoup de jeunes créent des entreprises, surtout dans le cadre de l'opération, du projet Un jeune, une entreprise. Il y a beaucoup de jeunes qui ont créé des entreprises à 25 000 francs CFA, voire 100 000. Les chiffres existent à la CPCE. Mais ça reste encore insuffisant parce que tout n'est pas encore bien encadré. Tout n'est pas encore bien encadré, mais le président, dans son adresse, insistait, oui, il a invité les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Que peut-on comprendre? C'est très facile de le dire. Vous savez, la machine paraît encore très lourde aujourd'hui pour que finalement on facilite cette migration vers l'entrepreneuriat des jeunes. C'est tout pareil. Je vous prends un cas très très simple. Je prends le cas je n'ai pas envie de décourager les jeunes, mais je vous dis qu'il y a encore des pesanteurs qui doivent être effacés, qui doivent être traités pour que cette politique, cette vision de la migration vers l'entrepreneuriat soit réellement appliquée et effective. Je vous explique. Vous avez d'abord un vrai problème, c'est l'électricité qui pose problème dans la ville. Donc voilà, pratiquement un peu partout à travers le pays. Un jeune qui, je vous dis, a un salon de coiffure. Un jeune qui a un atelier de soudure, qui doit dépendre de l'électricité. Des jeunes qui ont des fours, par exemple, ou même qui ont des fermes, puisque ça nécessite l'électricité. Comment font-ils dans les conditions actuelles? Combien coûte l'électricité? Ça c'est le cas de l'électricité, il y a l'eau. Mon voisin me disait ce matin que ça fait 6 mois que l'eau ne coule pas de son robinet, pour ne pas parler de nous, puisqu'on est voisins, ça fait 6 mois. Plusieurs semaines, tous les jours presque, il passe des nuits sans électricité. Et vous imaginez, il me dit qu'il dépense à peu près 15 000 par semaine pour acheter de l'eau. Il faut parcourir quelques kilomètres à travers Brazzaville pour avoir de l'eau potable, de l'eau propre. Sinon, il faut se contenter des forages où l'eau n'est pas bien traitée. Vous avez donc le cas de l'eau. Vous avez aussi, aujourd'hui, la lourdeur administrative. Déjà, pour des documents administratifs, il faut batailler fort, il faut vraiment batailler fort pour avoir les passeports, parfois la carte d'identité, qui devient plus ou moins réglée. La carte d'identité, là, c'est bon. Vous avez des démarches administratives. Là encore, la CPCE a fait des efforts pour assouplir ces démarches-là. Tout est numérisé, tout est digitalisé et tout peut se faire en quelques jours seulement. Mais cette lourdeur administrative, vous allez d'une administration à une autre. Pour traiter un dossier, ça vous prend du temps. Ça bloque. Vous avez le financement qui tarde à venir. Donc, toutes ces pesanteurs ne favorisent pas l'éclosion de la mise en œuvre réelle, effective, de cette politique entrepreneuriale des jeunes. Il faut donc commencer par régler ces problèmes.
Il faut commencer à le digitaliser pour que chacun depuis chez soi, comme fait la CPCE, chacun depuis chez soi peut avoir accès à tel ou tel document, que l'électricité soit permanente, que l'eau soit permanente, que finalement que l'on favorise des questions exonères plus ou moins comme on a tenté de le faire, mais qui ne marche pas vraiment. Ces jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais aussi il y a la politique de la migration de l'informel vers le formel et qui piétine jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est bien de mettre en place cette politique, mais ça ne doit pas être une vision hasardeuse. Il faut réellement mettre en place des mécanismes qui permettront à chaque jeune, après chaque étape de la création de son entreprise et même du développement de son entreprise, qu'il soit assisté par les décideurs, qu'il soit assisté par le gouvernement. Sinon, ça va rester un vieux pieu. On va continuer. Il y a des jeunes qui sont entrepreneurs. Beaucoup sont entrepreneurs dans ce pays, mais qui peinent. Si vous les rencontrez, ils sont toujours en difficulté. Les forts résistent, mais ceux qui ne sont pas forts abandonnent. Les difficultés, et sont, vous le savez, oui, c'est ce que nous venons de dire. Les difficultés en eau et en électricité, le chef de l'État, il a reconnu la vétusté du réseau. Comment aujourd'hui le gouvernement compte-t-il mettre comme solution pour éradiquer? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Gabriel, que dans le discours, le président devait présenter l'état actuel. Voilà, en vérité, l'état actuel je peux prendre le cas, vous parlez de l'électricité et de l'eau. Aujourd'hui, quel est l'état actuel de ce secteur? Comment se trouve-t-il? Dans quelles conditions? Quelles sont aujourd'hui la qualité des infrastructures électriques dans ce pays? Quelle est la qualité aujourd'hui des infrastructures hydrauliques dans ce pays? Nous en avons combien? Qu'est-ce qui se fait actuellement? Et dans combien de temps on peut enfin dire que le Congo va donc jouir d'une stabilité électrique, que nous n'aurons plus des délestages, et si on a une coupure, que ça soit une panne assez grave. Constatez que dans le discours, il n'y a pas, avec beaucoup de clarté, la présentation de ce secteur-là. C'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Le président ne fait que ressasser ce qu'il a toujours dit, mais qui n'évolue pas. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Il faut un courage pour dire que jusqu'ici, les efforts se font, qui sont timides, ou nous avons simplement échoué jusqu'ici, mais on tente de faire telle ou telle chose. Parce que c'est un échec. Un échec, pourquoi? Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on parle de l'électrification, sinon de l'électricité. Et vous connecter, c'est très bien. Mais qu'en est-il des grandes villes? Qu'en est-il des autres villes qui dépendent et qui doivent dépendre de l'électricité? Quelle est la qualité aujourd'hui de l'électricité qu'on en fournit aux Congolais? Il faut aller voir depuis quelques jours la qualité de l'électricité qu'on nous envoie dans nos maisons. Donc aujourd'hui, en réalité, en 2025, on ne devrait plus se réjouir de la connectivité ou de la connexion de veau au boulevard électrique. On devait plutôt se réjouir d'avoir résolu ce problème d'électricité et d'électrification du pays. Parce que sinon, d'autres zones économiques en construction et le secteur industriel ne va jamais se développer parce qu'il a reconnu lui-même, sans électricité, l'industrie ne peut pas fonctionner. Mais il faut de l'électricité, mais on en parle depuis des années. Imboul, c'est un échec, même si on ne le reconnaît pas. Aujourd'hui, on a recours, comme c'était prévu dans les années passées, vers la libéralisation de ce secteur. Très bien. Mais on peine encore à jouir d'une électricité. C'est une promesse du président. Il a rappelé ses différents projets de société. Mais ça fait combien de projets de société, mais qui, avec les mêmes projets, mais qui se retrouvent au même niveau jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je disais, cette auto-satisfaction de ce bilan nous donne l'impression finalement que le président, aujourd'hui, si je puis le dire, à un moment donné, pense rendre service à son peuple. Alors qu'il est élu par ce peuple pour servir ce peuple.
Et lui, tout son gouvernement, et toutes ses autorités, les parlementaires, les ministres, ils sont payés, mais régulièrement et depuis plusieurs années par les Congolais afin que tout ce qui est promis dans son projet de société soit régularisé, sinon résolu, ou que ces promesses soient tenues. Mais la posture aujourd'hui, cela montre, on dirait, bon, nous avons fait ceci, alors que c'est un devoir. Mais est-ce qu'il est fier de l'avoir bien fait, ou simplement parce qu'il pense avoir rendu service à une partie de la population? Les Congolais, à mon avis, n'attendent pas des services de leur chef, de leur président, mais ils attendent que les promesses soient réalisées, les engagements pris lors de la campagne en 2021, même bien avant, soient respectés, soient tenus. Donc, j'ai envie de dire, c'est un rejet de responsabilité quand les questions d'électricité, d'eau sont abordées de telle manière et dans un discours aussi solennel. Brony, le président, lors de son discours face aux parlementaires, il se réjouissait aujourd'hui de la construction des infrastructures routières. Est-ce que vous, en tant que journaliste, le constat fait par le président qui se réjouit aujourd'hui de ces voies est le même constat que vous faites sur le terrain? Il faut reconnaître que le président de la République, oui, il peut être fier d'avoir désengorgé l'arrière-pays, d'avoir connecté différents départements du Congo. Ça, il faut pas le dénier, il faut pas être méchant. C'était ses promesses aussi. Relier Brazzaville à Ouesso, connecter Pointe-Noire à Brazzaville. Aujourd'hui, donc, on peut faire en une journée Ouesso-Brazzaville, on peut faire en une journée par route Pointe-Noire Brazzaville et même d'autres localités. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il reste, puisqu'il a parlé des routes qui sont en construction, qui doivent être construites. Oui, ça, il faut le reconnaître. Le travail est fait de ce côté. On constate que même il a réussi aujourd'hui, celles et ceux qui ne pouvaient pas faire écouler les maniocs, leurs produits à l'intérieur du pays, le font. Quand vous allez sur la route Brazzaville-Pointe-Noire, ceux qui font ce commerce sur la route, qui vendent tout, vous disent, oui, tout marche bien, on réussit avec cette route-là à faire écouler nos produits, mais le problème aujourd'hui, c'est que quand on regarde, le constat que personnellement je fais, c'est que j'ai l'impression que surtout le PCT se réjouit souvent de ces programmes, puisque vous voyez ce parti, même la majorité présidentielle, applaudir le président dans ses descentes, dans les inaugurations et autres. Vous avez même vu hier au Parlement comment il y a eu des applaudissements. Le problème aujourd'hui, c'est j'ai l'impression qu'ils sont dans une sorte de comparaison générationnelle ou encore dans une comparaison, j'ai envie de dire, présidentielle. Pourquoi je le dis? C'est-à-dire qu'on se dit de Yulu à Yombi, donc même à Denis Sassou Nguesso, à Missouba aussi, finalement, il n'y a eu aucun président qui a réussi à amener le pays à ce niveau infrastructurel. Mais on ne peut pas aller dans cette comparaison. Il faut plutôt voir le temps ou la durée aujourd'hui du PCT au pouvoir, les moyens que le PCT a dû engranger, sinon le président a dû engranger pendant toute cette période, on parle de 40 ans aujourd'hui. Est-ce que ce qui s'est fait en 40 ans avec tous les moyens que nous avons pu avoir reflète réellement ce que l'on attendait? Est-ce que ça atteint le niveau qu'il fallait? Le président a parlé de la croissance, le taux de croissance satisfaisant. Mais est-ce que vous savez que quand la croissance économique, même si la croissance économique est élevée, est satisfaisante, elle n'impacte pas sur le développement économique, la vie des Congolais, dans quelles conditions ils vivent, comment ils sont logés, est-ce qu'ils ont accès à la santé, est-ce que les écoles sont dans de bonnes conditions. S'il n'y a aucun impact, on ne peut pas continuer à se réjouir. Ça va intéresser les bailleurs à l'extérieur du pays. Et ça va faire plaisir quand on parle du PIB qui a augmenté. Très bien. Mais si vous avez, vous, des sacs de foufou dans votre maison entassés et que cela ne vous sert à rien, que vous ne pouvez pas manger ce foufou-là et vous mourrez de faim, à quoi ça sert de garder ces sacs de foufou? C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le gouvernement se réjouit. Vous avez vu, le président a parlé de l'eurobond. Mais nous savons que cet eurobond ne va pas servir au développement économique du pays. Il n'y aura aucun impact. Mais alors que
nous parlons de la pauvreté, de l'inflation, de la paupérisation depuis plusieurs années. La préoccupation première du président, il l'a rappelé lui-même quand il parle de l'opération Kuluna, qu'il est le garant, qui ne peut pas permettre qu'un Congolais soit dans l'insécurité. Mais il faut aussi savoir, de la même manière qu'il se préoccupe aujourd'hui de sécuriser les populations face au Kuluna, c'est de cette même manière qu'il devait se préoccuper sur la sécurité sociale de chaque Congolais. La question qui peut se poser chaque jour, les ministres qui sont là, c'est que chaque jour qui passe, le président doit se préoccuper de ce que le dernier Congolais soit bien logé, se nourrisse convenablement, qu'il aille à l'école ou qu'il travaille. Que le dernier bébé qui vient d'être né au CHU de n'importe quel hôpital du Congo soit né dans les bonnes conditions et qu'il ne manque absolument de rien. Le président chinois, qui est un ami pour lui, l'a dit que sa préoccupation tous les jours, c'est de savoir, sinon de penser à ce que chaque Chinois, le dernier ou premier, soit bien nourri, soit bien logé. Et si ces préoccupations n'intéressent nullement les décideurs, ça veut dire qu'on peut avoir le taux de croissance le plus élevé qui, s'il n'y a pas d'impact sur le développement économique, s'il n'y a pas d'impact sur l'inflation, sur ce que je disais tout à l'heure, cette réjouissance ne sert à rien. Aujourd'hui, nous célébrons les 67 ans de la proclamation de la République, et sur les 67 ans, le président sait combien d'années est à son actif aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il a réellement fait avec toutes ces promesses. Donc, aujourd'hui, les questions de l'électricité ne devraient plus être abordées de cette manière. Tout ce que vous avez dit ne devrait pas être abordé de cette manière. Plutôt, on devrait nous présenter les résultats tangibles, sinon les solutions plus ou moins définitives. En parlant du développement, Brony, on sait que le développement d'un pays passe aussi par le partenariat public-privé et le président de la République appelle le gouvernement à faciliter ces partenariats-là. Est-ce que le Congo aujourd'hui aurait du mal à mettre en place des vrais partenariats pour que l'économie du pays avance? Dans ce côté, vous savez que le gouvernement a apporté beaucoup de réformes pour faciliter, j'ai envie de dire, le mariage, le commerce entre l'État et les privés. Il y a une loi qui a été adoptée. Vous savez que le ministre qui s'occupe de ce secteur, du secteur public-privé, vous le voyez en marketeur, et souvent faire le tour du Congo, le tour du monde, pour aller vendre à la fois le Congo et chercher les investisseurs. Il y a plusieurs contrats qui ont été signés, peut-être qu'ils n'ont pas encore d'impact réel aujourd'hui, mais il faut reconnaître que dans ce secteur, il y a des efforts qui sont faits. Mais seulement, si ce secteur privé, surtout au niveau local, n'est pas accompagné, puisque les rebonds dont on parle servent en grande partie à payer les dettes pour permettre au secteur privé réellement de trouver un nouveau souffle et de se relancer. Si ce secteur privé n'est pas accompagné, si le secteur privé n'est pas soutenu, il ne faut pas s'attendre à ce que les choses, que cela ait de l'impact sur le développement du pays. Mais sinon, les choses se font. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le président appelle le gouvernement. C'est son gouvernement. Il y a un programme de gouvernement qui est là et qui doit être mis en œuvre. Dans un discours solennel, il appelle le gouvernement et ce n'est pas pour la première fois. Vous vous souvenez que le président a plus d'une fois appelé le gouvernement, Jean-Jean au gouvernement, d'arrêter le phénomène bébé noir, Jean-Jean au gouvernement de régler tel problème, Jean-Jean au gouvernement de faciliter l'obtention des passeports, Jean-Jean au gouvernement de lutter contre la corruption, de mettre fin à la corruption dans l'appareil judiciaire. Tout ça là, il appelle au gouvernement. Mais périodiquement ou circonstanciellement, le gouvernement a des conseils des ministres. Je pense qu'ils en parlent. Est-ce que le président n'évalue pas, puisque le citoyen le plus informé? Plusieurs Congolais étaient étonnés de savoir que le président est au courant qu'au lycée de la Révolution, les jardins qui existaient là-bas lors de l'inauguration n'existaient plus. Que les citoyens qui vivent là-bas, les compatriotes qui vivent là-bas, s'en ont servi et après plus rien. Ça, c'est ce qui paraît comme un petit détail, mais si le président est au courant de ça, ça veut dire qu'il est au courant qu'il y a des ministres qui ne travaillent pas. Il y a des ministres qui sont des gros paresseux. Il y a des ministres qui, aujourd'hui, ont mis certaines institutions à terre. Il y a des directeurs généraux autres qui sont dans la corruption.
Le président sait qu'à la douane, nos impôts un peu partout, on détourne les fonds là-bas. Il y a la corruption, il a parlé de la justice. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la solution, c'est d'appeler le gouvernement ou d'enjoindre au gouvernement? Est-ce qu'il n'est pas question aujourd'hui de sanctionner et encore de sanctionner? Le ministre de la Jeunesse l'a dit dans son ouvrage, si vous l'avez lu, quand il était encore à la mairie, que les projets retenus par la mairie, la commune de Brazzaville, et même de sa population, dans le cadre de la municipalisation accélérée, n'ont pas été pris en compte par le gouvernement. Pourquoi? La question reste là. Ça veut dire que les 3 municipalisations de Brazzaville, on croit Ngolondele, n'a reflété aucun projet, n'a pris en compte aucun projet des Brazzavillois ou de la commune de Brazzaville. Il s'est posé lui-même la question, comment peut-on expliquer que dans une commune, dans une municipalité, que les entreprises de transport urbain, que d'entretien, soient gérées, connectées directement au gouvernement? Il y a donc là un véritable souci de décentralisation. Mais pourquoi le diable, jusqu'à aujourd'hui, le président ne règle pas cette affaire? Pourquoi on ne donne pas suffisamment de moyens pour permettre la mise en œuvre effective de cette décentralisation, même si ça peut aller étape après étape? Donc, c'est pour cela, puisqu'on parle du discours du président, on s'attendait que ce discours soit beaucoup plus pragmatique, reflète réellement la réalité de chaque Congolais, parce que quand on entend le discours du président et qu'on le transpose dans la réalité de tous les jours, il y a véritablement inadéquation, il y a un grand fossé, il y a un grand décalage. Et finalement, on comprend que c'est un discours beaucoup plus politique et vous constatez que dans la salle, les gens ont applaudi plus d'une fois. Les mêmes personnes qui applaudissent, quand ils repartent et quand elles repartent chez eux, se retrouvent parfois dans le manque d'électricité, sans eau, ou encore comme ils sont nantis pour la plupart, ministres, DG et autres, mais ils ont des parents qui n'ont rien et qui souffrent. On applaudit quoi? La politique ou les réalisations? Brony, est-ce que par là, on peut comprendre que le président sera un déphasage entre la réalité des Congolais et la politique mise en place? Je crois être en déphasage, je ne pense pas qu'il soit en déphasage dans la conception de sa vision de la vie. Je crois que le président connaît bien son pays. Et je crois qu'il connaît très bien son peuple, il connaît les problèmes de ce pays. Je ne vois pas un homme politique de sa carrure qui soit au parfait et qui soit au fait même de ce qui se passe dans ce pays. Je ne vois pas un homme politique de sa carrure, de son gabarit, qui est la mémoire, j'ai envie de dire, historique de ce pays. C'est un grand monsieur, on va dire, c'est un géant de la politique, et je pense que rien ne l'échappe. Mais tout le problème, c'est que finalement, je pense que le président, dans ses priorités, n'a pas placé les préoccupations sociales. Est-ce que ce ne serait pas une faute grave? Tout dépend de sa vision, la vision de sa gouvernance. Qu'est-ce qui le préoccupe? Le pouvoir pour le pouvoir, la paix pour la paix ou la stabilité sociale? C'est là où il faut se poser des questions. Parce que, d'entrée de jeu, vous disiez qu'il est revenu plus d'une fois sur la paix. Mais il a dit lui-même que la paix n'est pas seulement l'absence, j'ai envie de dire, des bruits des armes, des pleurs des armes, mais c'est aussi le bien-être des populations. Absolument. La quiétude sociale. Donc aujourd'hui, puisque il parle de la corruption, lui-même il est arrivé, puisque quand on entre dans le rapport sur la corruption au niveau de la justice, on dit qu'il a épinglé les éléments probants, vrais, dans ses enquêtes. Sur chaque ministre, il a ce qu'on appelle à peu près un tableau de bord de la gestion. Tout ce qui se fait au trésor ne l'échappe pas en réalité. Ça veut dire que si tout cela n'est pas réglé aujourd'hui, vous savez que quand on dit que la paix n'a pas de prix, mais la paix a un prix, surtout au niveau de l'Afrique, c'est qu'il faut à un moment donné fermer les yeux sur ce qui se fait pour protéger le fauteuil, pour protéger le pouvoir. Et si cela est la priorité, ça veut dire que les besoins sociaux, les préoccupations sociales viendront un peu plus tard dans l'échelle, j'ai envie de dire, des priorités du gouvernement.
René, nous arrivons presque à la fin de notre chronique de ce jour. Lors de la cérémonie, le président de l'Assemblée a publiquement invité Sassou Nguesso à se présenter en 2026. Hommage institutionnel ou signal politique fort? Hommage institutionnel. Vous savez qu'il préside le Congrès. Il n'y a pas que l'Assemblée nationale. Vous avez le Sénat et l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, il faut savoir qu'il n'y a pas que le PCP. Vous avez l'opposition, vous savez, quelques partis dits indépendants, quelques députés indépendants. Donc il y a au PCT, à l'Assemblée nationale, s'il y a des vrais opposants, donc il y a des opposants qui ne peuvent pas corroborer ce que le président de l'Assemblée nationale a dit. Vous étiez dans un congrès en présence des diplomates, en présence des autres institutions de la République qui n'ont rien à voir et qui doivent même être neutres dans la politique, comme la force publique, comme la justice. Et donc, quand dans une assemblée pareille, que le président de l'Assemblée nationale s'écarte ou bafoue sa mission pour lancer un tel appel alors qu'il a le PCT pour le faire, il a les réunions de la majorité présidentielle, il a même sa circonscription électorale dans le pool pour le faire. Autre chose. Vous savez, lorsqu'il lance ce message, il est en face des parlementaires qui ont entre 5 et 6 mois sans être payés. Donc, plusieurs qui sont totalement déconnectés de leur mandat, qui ne peuvent plus effectuer les décisions parlementaires, qui n'ont plus la réelle température de leur circonscription. Est-ce que vous pensez que ces députés-là, ce qui les réjouit aujourd'hui, c'est d'entendre cet appel? Autre chose, est-ce que c'est impératif aujourd'hui? Le président l'a dit lui-même plus d'une fois, c'est pas une urgence pour lui. Pourquoi? Sur le plan politique, il n'y a aucun adversaire qui s'est affiché aujourd'hui qui soit de taille. Tous les opposants aujourd'hui, surtout l'opposition qui tire à U et à Dia, qui n'arrive pas à s'entendre, on n'a pas jusqu'à aujourd'hui une figure qui fasse peur au président de la République ou au PCT. Pascal Tchatima-Biala, lui, il a fait allégeance au Parti Congolais du Travail. Vous avez d'autres jeunes qui tentent de se bousculer à gauche à droite, qui seraient eux aussi alimentés par le même parti. Donc finalement, aujourd'hui, le président n'a pas un adversaire de taille à quelques mois de cette élection. Peut-être cet adversaire-là pourrait nous surprendre. Sortira-t-il de son propre compte d'ailleurs, on ne sait pas. Donc, pour un homme, et constitutionnellement, rien ne lui empêche d'être candidat. Donc, vous avez déjà ces avantages-là, constitutionnels, vous avez l'avantage politique. Qu'est-ce qui peut urger au point où, dans une assemblée pareille, que l'on appelle le président à se candidater alors qu'il est venu pour un autre besoin. Ou encore, j'en veux dire, pour autre chose. C'est tellement, mais tellement maladroit. Mais après, il faut comprendre qu'il s'agit d'une question de génération. Isidore Mvouba, autour de 71 ans, 72 ans par là, 74, ça doit être 72 ans par là, est de la génération dont je parle souvent de post-indépendance. Ils avaient à peu près 10 ans, 15 ans pendant que le Congo était indépendant, 17 ans par là pour certains, 10 ans ou 12 ans pour d'autres. C'est des gens qui ont vu l'indépendance qui arrivait et qui sont très tôt, très jeunes, entrés dans la politique et qui ont été très tôt formés par l'État congolais. Ils ont une culture, c'est vrai, il faut reconnaître à ces pères fondateurs, même au président de la République, d'être l'architecte de la construction étatique. Ça veut dire que ce sont eux qui ont mis en place l'État. Les institutions, ils ont mis en place cet État, et ça, il faut le reconnaître, mais ils ont une limite qu'il faut dénoncer, c'est que cette génération post-électorale a réussi à mettre dans la tête de plusieurs, et même dans leur conception culturelle, que la stabilité, donc j'ai envie de dire que la stabilité égale la longévité. Donc pour que un État soit stable, pour qu'un État se développe, il faut que le dirigeant soit pendant longtemps au pouvoir. Et c'est aussi une génération qui se caractérise par la personnalisation du pouvoir et du culte du leader. Et donc, pour Isidore Mvouba, c'est normal. Il n'est aucun péché. Les générations intermédiaires
comme les Kone Makosso et autres, qui sont plus ou moins réformistes et tout ce qu'il faut, et même la génération Z, donc j'ai envie de dire 45, 2020, 2005, cette génération peut s'opposer à ça, mais pour la génération post-indépendance, mais c'est normal qu'on chante le chef, c'est normal qu'on organise les messes, les cultes pour le chef, c'est normal de personnaliser le pouvoir, c'est normal parce que la stabilité du Congo pour cette génération dépend de la longévité du président au pouvoir. Donc ça ne peut pas étonner personne. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, ils ont parlé d'une transition générationnelle. La transition générationnelle. Le président parle du transfert générationnel. Et il faut commencer à mettre une véritable politique intergénérationnelle pour permettre à ce que ce transfert ne s'arrête pas seulement dans les discours, mais qu'il soit dans les faits. Je prends un cas simple pour terminer. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui que tous les présidents des grandes institutions, l'Assemblée, le Sénat, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, sont plus ou moins de la même génération. Est-ce que c'est un péché? Mais à quel moment un transfert générationnel, et si, même au niveau de l'Assemblée, nous ne pouvons pas avoir un jeune de 30 ans, 35 ans à la tête de l'Assemblée nationale? Ça devrait se faire. On devrait déjà, à un moment donné, situer la limite d'âge à un certain niveau de responsabilité dans ce pays. On devrait commencer à situer pour réellement permettre le transfert. On devrait déjà commencer à former des leaders. Malheureusement, celles et ceux qui sont responsabilisés aujourd'hui sont des jeunes qui ont été formatés par le PCT et donc qui réfléchissent comme ses aînés et qui pensent que finalement la stabilité est égale à la longévité au pouvoir et qui pensent qu'il faut personnaliser le pouvoir. Et il faut chanter les leaders. Vous constatez qu'il y a aujourd'hui dans cette Assemblée nationale des députés que moi j'appelle des déviants de fonction législative et qui aujourd'hui brillent par le clientélisme, qui mobilisent les jeunes pauvres désœuvrés à coût de 3 000, 5 000 pour aller applaudir et faire croire au monde que tout va bien au Congo. Donc en ce moment-là, ce sont des préoccupations qui devraient interpeller le président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Une dernière question, Bruni, pour clore notre chronique de ce matin. Est-ce qu'en 2026, peut-on attendre à voir une nouvelle équipe gouvernementale toute jeune? Écoutez, et je crois que il y a un ministre d'État qui l'a dit, c'est le ministre Silou qui l'a dit dans l'une de ses brochures, que le président, en réalité, a la responsabilité de régler les problèmes avant de partir. C'est sa vision des choses. Il a la responsabilité, il a cette charge-là. Ça veut dire que quand nous regardons 2026, je vous disais tout à l'heure, si ça s'impose au président de la République, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette alternative interne s'impose à lui. Parce que c'est l'unique qui a pu, grâce à Dieu, puisqu'il n'y a que Dieu qui est dans la vie, avoir autant d'années au pouvoir, vivre aussi longtemps, et nous le souhaitons encore, parce que, je le disais tout à l'heure, il est la moitié de la mémoire de ce pays. On a besoin de lui pour plusieurs raisons. Ça veut dire que dans l'avenir, l'alternative interne s'impose à lui. Il a réussi à mettre à la tête de son gouvernement un jeune ministre en termes de un jeune compatriote en termes de génération, qui est juriste et qui est aussi un réformiste. Et ce dernier est aujourd'hui buté dans la mise en exécution de ces réformes, simplement parce que dans le même gouvernement, vous avez des jeunes formatés au sein du PCT qui ont encore une conservation conservatrice de la République, que rien ne doit évoluer. Il faudrait je ne parle de transfert générationnel, il faut que, dans l'avenir, qu'il pense que dans son gouvernement, qu'il y ait, lui, ceux de sa génération, il n'y a pas de problème. La génération intermédiaire que j'appelle, moi, génération pont, donc ceux qui ont aujourd'hui 60 ans, 50 ans à peu près, donc qui viennent à peu près dans les années 60, 70 par là,
Et vous avez la génération Z qu'il faut commencer à former, à responsabiliser. Mais pas celles et ceux qui ont été moulés, formatés à l'image du parti qu'on travaille et qui pensent que pour réussir en politique, il faut mobiliser les gens à coup de 5 000, 5 000 et qui pensent réellement pour être ministre, il faut faire les plateaux de télévision, chanter la gloire du chef. Et il faut des hommes qui travaillent pour la République, des hommes et des femmes qui viennent pour matérialiser de fond en comble ces projets de société qui jusqu'aujourd'hui peinent à se matérialiser. Mais je sais qu'au sein de ce gouvernement, il y a une nouvelle génération montante. On peut trouver 2, 3, 4 ministres et qui ont réellement la volonté de travailler. Donc, il peut s'appuyer sur ceux-là et même voir ailleurs les jeunes qui sont dans la diaspora, celles et ceux qui sont ici et qui se forment et qui font parfois des preuves dans différents domaines, qui essaient d'aller au-delà de la politique pour prendre des compatriotes qui peuvent l'accompagner parce que c'est parce qu'on souhaite, nous ne voudrons pas que demain ils disent mais j'ai fait trop d'efforts, j'ai donné toute ma vie entière à ce pays et finalement à la fin j'aurai que d'ingratitude. Merci Brony, c'est par ces mots que nous mettons fin à notre chronique de ce matin. Merci à vous chers internautes de nous avoir suivis, likés et surtout partagez le contenu. On continue le débat en ligne. Merci à vous.